complémentaire, en marge ou en rebond par rapport à ce qui a été dit. On a beaucoup parlé du baromètre, je voudrais revenir à l'outil que nous réunit aujourd'hui, puisqu'on a encore un petit peu de temps, signaler une donnée technique qui m'avait frappé, je l'avais zappé tout à l'heure pour rattraper un peu le retard. Un élément frappant, c'est que sur toute une série de questions, les réponses sont à peu près identiques en 2016 et en 2015, ce qui me semble être un signe de fiabilité de l'outil. Ça signifie que le questionnaire et l'échantillon avaient été bien construits. S'ils avaient été mal construits, on aurait eu des disparités inexplicables d'une année à l'autre. Par ailleurs, ça n'empêche pas qu'il y ait eu évidemment des évolutions, on l'a vu, sur une série de sujets négatifs, et comme par hasard, tout ce qui touche au fond autour de la question du revenu, des conditions concrètes, matérielles d'existence des services publics, la disponibilité, et puis des évolutions positives du côté des pratiques, des mœurs, l'adaptation des parents à une nouvelle donne sociale, à l'égalité des sexes, même si c'est loin d'être parfait, etc. Donc je pense plus que jamais que ce questionnaire et cette démarche sont très positifs. Je pointe à travers les discussions que nous avons eues et puis aussi ce que j'ai entendu dans les 3 tables où je suis venu simplement écouter, qu'il y a peut-être 3 items au moins ou 3 outils d'analyse qui sont pour le moment absents, et je sais que le questionnaire est déjà trop long et que vous avez dû essayer de le raccourcir, mais je me permets de signaler 3 éléments qui paraissent peut-être quand même vraiment utiles. La place des grands-parents. On a bien entendu que c'était plus important que jamais dans le fonctionnement concret des familles. Ils apparaissent presque comme des variables d'ajustement. Pouvoir vérifier leur présence en une ou 2 questions et savoir si leur rôle est d'abord lié à des questions financières ou de disponibilité d'autres solutions, ou bien d'abord lié à simplement une envie d'implication dans un sens ou dans l'autre, ça serait peut-être pas sans intérêt. Je ne demande pas du tout à être associé à la confection du questionnaire suivant, simplement dans plusieurs discussions dans les tables, il est apparu que ça aurait été une donnée utile à posséder. Autre donnée, on en a parlé directement ou indirectement à plusieurs reprises, c'est pouvoir peut-être sur le plan socio-économique distinguer entre ceux qui répondent en tant que salariés, en tant qu'indépendants, et j'ajouterais peut-être en tant que chômeurs de longue durée. Parce que dans un certain nombre de cas, la simple variable socio-économique ne suffit pas. On a bien vu qu'il y avait des situations concrètes qui pourraient se poser de manière différente, et notamment entre salariés et indépendants. Et je me demande aussi s'il est possible de solliciter ceux qui répondent pour qu'ils précisent, au fond, dans la cellule familiale, combien de parents travaillent, ou quel est le volume d'emploi en équivalent temps plein. Ça serait intéressant de voir si on pouvait croiser certaines réponses avec le fait qu'on a 2 parents, travaillant tous les 2 à temps plein, temps partiel, etc. Bon. Voilà quelques suggestions pour les années suivantes. Alors, sur le fond, je ne vais pas du tout essayer de synthétiser ou de reprendre tout ce qui a été dit, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Je vais peut-être juste reprendre un petit peu quelques éléments autour de cette esquisse de fil conducteur que j'avais donné tout à l'heure autour de l'individualisme, nouvelle pratique sociale dont les parents, dont les individus sont eux-mêmes les auteurs et non pas les sujets obéissants. Bien évidemment, les questions, les débats qu'on a eus confirment bien cette prégnance d'un modèle individualiste, d'une aspiration à l'épanouissement dans toutes les composantes de la vie. On a vu toutes les questions parfois très fines qui ont été posées pour demander qu'il soit possible de faire ceci et cela, d'être pris en compte dans toutes les dimensions de son existence. Je ne m'attendais pas, par exemple, mais ça m'a paru tout à fait légitime qu'on parle du problème de l'allaitement sur le lieu de travail. Ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Je connaissais bien la notion d'accommodement raisonnable pour suivre les débats sur la laïcité ou sur la place de religieux dans l'entreprise. Il me paraît tout aussi digne d'intérêt de s'interroger évidemment sur ce genre de questions. Et j'y voyais un indice de cette volonté collective de ne pas devoir sacrifier une dimension d'existence aux autres. Je pense que nous avons plutôt tendance ici, toutes et tous, à nous en réjouir. Cela dit, j'ai été frappé par le fait que, soit dans les discussions publiques ou dans les tables, qu'émergent des indices, des symptômes, et parfois plus que ça, des affirmations de malaise à l'égard de ce modèle ou cette dynamique individualiste dans laquelle nous sommes plongés. On a relevé à plusieurs reprises que cet individualisme, souci de soi-même, de ses enfants, de l'épanouissement, de la réussite, se traduisait ou se prolongeait dans un certain nombre de cas
par une logique de compétition sociale, avec la pression sur les enfants pour qu'ils réussissent à l'école, avec sans doute, mais ici on ne l'a pas trop évoqué, des phénomènes de méfiance et de compétition symbolique entre les groupes sociaux. Si on se mélange peu, c'est aussi parce qu'on n'a pas toujours envie de fréquenter ceux par rapport auxquels on veut prendre de la distance ou de l'avance. Donc il y a cette première dimension plus inquiétante de l'individualisme qui m'a paru apparaître dans certaines discussions. Il y a une autre dimension qui a suscité l'amorce d'un débat collectif, notamment à la suite du témoignage de la responsable de la diversité et l'inclusion de BNP Paribas. Je peux confirmer par la littérature sociologique que, bien évidemment, l'individualisme, un nouveau modèle de comportement où on se fonde d'abord sur les aspirations personnelles, sur la volonté individuelle de faire, sur la tendance de l'être humain à se projeter dans l'avenir, sur le plaisir qu'il trouve à être l'auteur de sa propre vie, être responsable de ses résultats, de sa trajectoire. Cette donnée-là, qui peut paraître très positive et qui a beaucoup d'égards l'est, est incontestablement récupérée dans le monde économique comme un vecteur nouveau de gestion des ressources humaines. On s'adapte en fait à un individualisme dont le modèle économique dominant à l'époque ne voulait pas. Il ne faut pas imaginer que quand mai 68 est arrivé, les entreprises ont applaudi en se disant « enfin un esprit libertaire et des gens qui veulent penser par eux-mêmes ». On a d'abord eu peur, dans ce milieu-là, comme dans tous les milieux de pouvoir, de cette affirmation des individus, mais aujourd'hui, on voit bien que tout cela est devenu un élément du mode de fonctionnement des grands appareils économiques, et j'ai été frappé par le fait qu'à plusieurs tables, certains se demandaient s'il fallait se réjouir que l'entreprise s'adapte si bien, en termes d'horaires, de réunions, d'accueil, etc., aux aspirations diverses et variées des parents et notamment des mamans, ou s'inquiéter que finalement toutes ces nouvelles pratiques positives soient en quelque sorte laminées ou récupérées au profit du système économique. Donc je pointe cet élément de malaise. Troisième élément de malaise, celui-là il figure dans le baromètre très clairement, ce nouveau syndrome qu'est le burn-out parental. Ça serait évidemment intéressant de savoir plus précisément de quoi il est question, et notamment du côté des causes. Est-ce que c'est un burn-out par excès de difficultés objectives et indépendantes, je dirais, de la configuration familiale fine? Est-ce qu'on a plutôt du burn-out dans des familles où, à force d'avoir voulu ses enfants, voulu leur épanouissement, voulu une éducation libérale ouverte, on n'impose plus des règles, mais on les propose à un enfant en lui demandant s'il est d'accord de bien vouloir y adhérer, de reconnaître la validité des arguments des parents? Est-ce qu'on est à un burn-out qui est la conséquence de d'autres syndromes qu'on connaît depuis longtemps dans les littératures, celui de l'enfant roi, celui des enfants ingérables, etc., etc. Ou est-ce qu'encore une fois, ce burn-out est plutôt lié à la mauvaise adéquation, à l'inadéquation de l'organisation collective de la vie par rapport à nos modes d'existence? Je veux en tout cas dire par là qu'on sent qu'il y a une tendance à l'individualisme dont aujourd'hui on ne maîtrise plus les effets. On peut en parler aussi sur le plan du numérique. C'est certainement une bonne chose que dans toutes les familles ou presque l'équipement soit là, même si la connexion Internet elle fait parfois défaut. On voit bien aussi dans un schéma d'enfants rois ou d'enfants qu'on est amené à laisser un peu à eux-mêmes parce qu'on manque de temps, d'énergie, en quoi le numérique est un piège, est un lieu dans lequel on s'enferme, avec des pratiques à la limite de l'autisme ou de la coupure sociale. Rien n'est plus solitaire qu'un réseau social au sens où, fondamentalement, malgré tout, on n'est jamais que devant un écran ou devant du virtuel. Autre petite remarque dans le même ordre d'idées, plus personnelle parce qu'on en a à peine parlé, mais quand même on l'a relevé. Nous sommes devant une situation tout à fait paradoxale. Le modèle individualiste, c'est celui de l'individu autonome, architecte de sa propre vie, puisant dans ses propres capacités, qui n'est pas dépendant des autres pour réussir. On sait qu'aujourd'hui, la notion même de dépendance est considérée comme tout à fait disqualifiante, et vous êtes très vite accusé d'être dans l'assistanat ou dans la passivité. Et donc on valorise plus que jamais l'autonomie, et on n'a jamais autant parlé d'un métier inexistant il y a 20 ans qui est celui des coachs. Il semble qu'aujourd'hui on ait besoin de coachs pour à peu près tout et n'importe quoi. Comme si ce modèle individualiste était un défi que nous nous lancions à nous-mêmes et que nous ne sommes manifestement pas capables d'atteindre, puisque nous avons manifestement besoin d'être plus aidés que jamais
et donc il y a une dimension de dépendance qui se mêle à cette logique individualiste, et les réseaux sociaux peuvent s'interpréter comme une gigantesque dépendance à autrui. Le premier sociologue de l'individualisme, David Riesman, en 1950 déjà, remarquait que le nouvel individualisme était, dans son vocabulaire un peu abstrait, extrodéterminé. C'est-à-dire que l'individu de l'après-Seconde Guerre mondiale était plus dépendant que les précédents du jugement des pairs, du jugement d'autrui, de la gratification par autrui. Et on peut analyser le phénomène des réseaux sociaux comme une gigantesque recherche permanente de caresses virtuelles. J'ai absolument besoin de me faire confirmer que mes pratiques, mes goûts, ma petite amie, mes vêtements, les derniers films que j'ai vus sont les bons ou les bonnes, en demandant à tout mon réseau de confirmer la valeur de mes pratiques. Donc, nous sommes de toute évidence devant un phénomène sociologique ambivalent. Je relève un dernier élément, et là aussi il est apparu dans les discussions, cet individualisme, et je l'avais présenté comme tel et j'y crois, qui est d'abord une invention spontanée de la société, et en particulier des parents qui remodèlent la cellule familiale autour d'un petit nombre d'enfants et qui font donc passer l'épanouissement, l'autonomie au premier plan. Cet individualisme est manifestement devenu aujourd'hui un impératif social, une norme, une obligation. À une des tables où j'étais présent, 2-3 personnes ont fait la liste de tous les domaines dans lesquels nous devons absolument prouver que nous sommes épanouis. La profession, la vie privée, notre rôle de parents, notre sexualité, nos loisirs, notre capacité sportive, nos pratiques culturelles, etc. etc. J'imagine que nous sommes nombreux ici à sentir qu'on nous demande, alors le on, c'est une gigantesque machine économique et médiatique notamment, on nous demande d'être les parfaits architectes de notre bonheur perpétuel, et il faut que nous puissions montrer en permanence que tout va bien pour nous, que nous réussissons notre vie, que nous sommes à l'optimum de l'exploitation de nos ressources. Et j'étais très frappé par le fait qu'on a esquissé, à travers je ne sais plus quelle intervention, le début d'un éloge du vide ou de l'ennui, qui sont des denrées particulièrement rares, effectivement, je crois que c'était vous, des denrées particulièrement rares dans la vie de nos enfants. J'ai un préado de 12 ans, quand j'ai le malheur de lui dire que ça fait partie de l'apprentissage de l'enfance que d'être confronté à des moments d'ennui, je sens qu'un océan de sidération s'ouvre et qu'il se demande vraiment si son père est encore plus décalé que tout ce qu'il avait pu constater jusque-là. Et donc, on parle beaucoup de slow food. On devrait peut-être commencer à réfléchir, et d'ailleurs certains mouvements le font, à ce qu'on pourra appeler, ce sera mon dernier anglicisme, une slow life. Revenir peut-être à moins d'ambition, moins de pratique, moins de performance, moins d'épanouissement, moins d'apprentissage, moins de découverte, parce que de toute façon nous n'y arriverons pas. Ne serait-ce qu'à travers le numérique, nous ne saurons jamais qu'exploiter une goutte d'eau dans un océan de données. Donc si vous y ajoutez toutes les dimensions d'existence non numérique, nous sommes peut-être déjà au moment où il faut commencer à apprendre à lever éventuellement un petit peu le pied. Un dernier petit mot, j'espère qu'il ne sera pas jugé trop démagogique, c'est ici qu'il me paraissait le plus normal de le placer. De plus en plus, les accélérations sont présentes, les mutations sociétales vont de plus en plus vite, et donc l'écart est de plus en plus grand avec la capacité des responsables politiques de réguler, de légiférer, de donner les bonnes opportunités, de fermer les portes aux effets négatifs. On va se retrouver devant une multiplication de dossiers dans lesquels le monde politique, mais nous serions à leur place, le résultat serait le même, aura 5 ans, 10 ans, 15 ans de retard, et donc de plus en plus, je crois que la place de la société civile, sous toutes ses formes, du monde associatif, des citoyens actifs, sera de plus en plus déterminante. Je ne le dis pas du tout par démagogie, mais simplement parce qu'objectivement, on ne peut plus attendre de nos élus qu'ils soient, non pas à la hauteur des enjeux, mais simplement à la vitesse des évolutions. Voilà, et donc ceci est une invitation à la Ligue des familles de recommencer cette mauvaise action dans au moins une année et les suivantes.